Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre nouveau cours de quatrième, pendant lequel nous allons étudier l'organisation du sacre de Bonaparte. Nous allons donc passer du consulat de Bonaparte vers l'Empire, pour essayer de comprendre comment consulat vie ne suffit d'ailleurs pas à Bonaparte et pourquoi il veut mettre en place un empire sur le pays. Ce consulat se termine donc, rappelez-vous la fiche que nous avons vue sur le consulat en 1804, et à un moment précis où Bonaparte va faire basculer son règne, ce qui va devenir son règne, puisqu'il devient empereur à ce niveau-là, vers un empire qui va être un moment de monarchie absolue qui revient sur la France. Rappelez-vous que Bonaparte avait joué sur un double tableau. D'un côté, réorganiser complètement la société afin de mieux dominer le pays en le centralisant, et de l'autre côté, conserver certaines des nouveautés de la Révolution afin de faire admettre le pouvoir par l'ensemble du pays. On en était arrivé à la conclusion que Bonaparte cumulait tous les pouvoirs. Il est d'ailleurs nommé consul à vie en 1802 suite à un plébiscite. Il n'a même plus besoin à partir de ce moment-là d'être élu. Alors pourquoi devenir empereur? Tout simplement aussi dans un domaine vraiment du sentiment et de l'idée, celui de venir être le successeur de ces grands personnages historiques dont il avait nourri son ambition pendant son enfance, notamment Alexandre le Grand, notamment aussi Jules César, qui lui n'a jamais réussi à passer de consul à empereur, puisque c'est Octave qui a mis en place ce concept ensuite. Bonaparte, lui, va faire mieux que César. Il passe de consul à empereur. Donc ça a vraiment une signification pour lui à ce niveau-là, et puis ça, c'est censé aussi lui permettre de choses, d'amadouer aussi les autres pays d'Europe qui ont peur de cet empire napoléonien. Il leur dit en envoyant ce message aussi, je deviendrai comme vous un monarque. Voilà. La France n'étant plus à ce moment-là une république, mais devenant une monarchie. Et d'un autre côté, il va continuer à essayer de faire croire à la population qu'il va faire perdurer certains acquis révolutionnaires. Alors la cérémonie qui met cet état de fait en place, elle est extrêmement révélatrice de la réalité du pouvoir bonapartien. Donc à partir de cette cérémonie, d'ailleurs, on va pouvoir appeler Bonaparte maintenant Napoléon, puisqu'il devient Napoléon Ier. Alors, ceci nous met en place, voilà, cette cérémonie telle que montrée par un peintre célèbre, Jacques-Louis David, qui devient le peintre officiel du règne napoléonien. Et nous allons l'étudier à travers une fiche que vous avez évidemment également, alors elle est ici, que vous avez évidemment sur le Google Drive que je vous ai mis avec la vidéo. Il est visible, voilà, il est visible en dessous de la vidéo dans les commentaires. Rappelez-vous, il y a 3 Google Drive, un pour les 3e, un pour les 4e, un pour les 6e. Vous trouverez l'ensemble des documents qu'on étudie dans les vidéos dans ces dossiers qui sont en libre accès. Vous avez juste besoin de cliquer dessus. Vous pouvez télécharger l'ensemble des documents. Je ne vous demande évidemment pas de les imprimer. Vous pouvez simplement les consulter sur ordinateur si vous ne pouvez pas les imprimer ou si ne sortez pas pour aller acheter des feuilles pour ça. Voilà. Alors, pour en revenir au sujet, le sacre de Napoléon, un tableau donc de Jacques-Louis David. Alors, vous pouvez voir que j'ai fait une faute de frappe. Ici, ça vous montre au moins que c'est effectivement moi-même qui fais les documents. Donc, ce sacre de Napoléon, il prend en place le 2 décembre 1804. C'est le moment où Napoléon Bonaparte est sacré donc officiellement empereur des Français. En la cathédrale Notre-Dame de Paris, il ne se contente pas de l'église de Reims dans laquelle les rois de France se faisaient sacrer à la suite du baptême de Clovis par l'évêque de Reims Rémy. Et d'ailleurs, Bonaparte, lui, veut la mise en place du pape. C'est Pie VII qui sera présent. Et vous allez voir que c'est relativement étonnant le partage des rôles dans cette cérémonie du sacre. Donc, on va le voir, l'empereur est glorifié par ce tableau et le triomphe de Bonaparte est montré. Alors on va se poser un certain nombre de questions sur ce tableau, on va utiliser différentes études et différents graphiques qui vont nous montrer en quoi ce sacre de Napoléon il est révélateur d'une idée. Bonaparte, donc Napoléon Ier, veut le pouvoir, il veut le centraliser et il va obtenir un pouvoir absolu dans plusieurs domaines. Dans le domaine familial, dans le domaine politique, dans le domaine religieux, dans le domaine militaire. Donc ces 4 idées vont être visibles à partir du tableau. Pouvoir familial, religieux, politique, militaire. Regardons maintenant plusieurs questions
vous les voyez sur l'écran, on va se les mettre en plus grand et surtout d'abord on va se mettre le tableau lui-même en plus grand. Donc le voilà. Alors vous pouvez constater que c'est un tableau à la reproduction quasi photographique. L'ensemble des personnages qui sont là ont été savamment disposés par le peintre Jacques-Louis David, qui était présent le jour de la mise en place du tableau, qui a utilisé des maquettes pour bien placer l'ensemble des personnages afin que tous les visages soient visibles. Tous les visages que vous voyez là sont en réalité les portraits de personnes qui étaient présentes et même de certaines qui n'étaient en réalité pas présentes, vous allez voir, le jour du sacre de Bonaparte. Alors posons-nous maintenant plusieurs questions sur ce sacre grâce à ce tableau et grâce à la petite fiche que vous avez ici. Donc je l'ai mis en plus grand. La première des questions qu'on va se poser, c'est comment Napoléon se couronne. Alors, regardez bien notre tableau du sacre. Je vous zoome sur la partie qui nous intéresse, celle où Bonaparte, on va le voir justement, se couronnait. Qui a l'air de mettre en place le sacre de Bonaparte? Regardez bien. Vous avez vu, c'est Bonaparte lui-même, Napoléon Ier, qui est le sujet central de ce tableau. Normalement, c'est le pape qui devrait sacrer Bonaparte et en faire Napoléon Ier. Pourtant, ce n'est pas ce qui est représenté. C'est ce que Jacques-Louis David voulait représenter au départ, le moment du sacre de Bonaparte lui-même. Ce n'est là pas le cas. Il est représenté, Bonaparte, tenant la couronne dans les mains, ici. Sauf qu'il est représenté en train de couronner sa femme impératrice. Donc le moment qui est représenté sur le tableau n'est pas le moment principal du sacre de Bonaparte. Et le pape, me direz-vous, il est ici, regardez. Il est assis, fait un geste de bénédiction de la main, il n'est même pas debout, il n'a pas l'air de participer beaucoup. La question c'est pourquoi? Et nous allons répondre à cette question grâce à un petit document texte. Ce document texte, vous le retrouverez en bas à droite de votre fiche d'exercice qui est dans le Google Drive. Alors, profitons de cette musique mystérieuse pour regarder le mystère de ce document. Nous y voilà. On va s'arranger pour qu'il soit visible. Voilà. Et on va enlever la petite vidéo. Voilà. Alors regardons. On va se poser plusieurs questions là-dessus. La première question que vous allez vous poser, c'est normalement, qui aurait dû sacrer Bonaparte? Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Lisez bien. Vous avez lu? Donc vous l'avez vu, normalement, c'est le pape qui aurait dû sacrer Bonaparte. Mais au moment où le pape essaye de le sacrer, Napoléon se saisit de la couronne et se la met lui-même sur la tête. Joséphine, sa femme, reçut de lui la couronne, donc de Napoléon, et fut sacrée solennellement impératrice des Français. Pourquoi est-ce que Napoléon se met la couronne sur la tête? Deuxième question, la réponse est avant la partie jaune que je vous ai surlignée. Regardez bien. Vous avez vu? Il a eu peur. Il a peur, Bonaparte, d'une position du pape. Le pape fait la triple onction, c'est-à-dire qu'il va oindre, il va bénir, si vous voulez, Bonaparte, sur la tête et les mains, et il dit une oraison, c'est-à-dire fait un petit discours. Dieu Tout-Puissant Éternel, qui avait répandu l'huile sainte des rois sur la tête de David, répandez par mes mains, celle du pape, les trésors de vos grâces et de vos bénédictions sur votre serviteur Napoléon. Ça crée un ordre de grandeur. Ça fait Dieu, tout en haut, le pape, Napoléon. Dieu, le pape, Napoléon. Ça ne plaît pas du tout à Bonaparte. Bonaparte, il ne veut avoir que Dieu au-dessus de lui. Il ne veut pas que le pape puisse lui donner des ordres. Rappelez-vous ce qui était arrivé au roi de France. Il était obligé de faire ce que le pape voulait, parce que sinon, le pape aurait pu l'excommunier et, pire encore, le dégrader de sa condition de roi. Bonaparte ne veut pas de ça. Donc, il prend la couronne des mains du pape. Il se la met sur la tête. Moment de choc extrême lors de cette cérémonie. Pourquoi donc on ne représente pas la réalité de ce moment sur ce tableau? Vous vous en doutez, trop choquant. Donc à partir de là, c'est Napoléon lui-même qui demande à David de représenter plutôt le moment où il met la couronne sur la tête de Joséphine.
Ce tableau va être repris en tant qu'estampe, en tant que dessin et reproduit et va pouvoir atteindre un certain public. Donc il ne faudrait pas non plus que ce public-là soit extrêmement choqué par cette cérémonie, notamment à un moment où on est encore très religieux et où l'Église a une forte influence. Donc vous voyez, Napoléon veut garder le pouvoir sur l'Église. On l'avait vu avec le Concordat de 1801. Ça continue. Il ne veut pas se retrouver dans un état d'infériorité avec la personne du pape. Deuxième chose, ce texte, il nous prouve que Napoléon a un pouvoir qu'il base sur sa famille. Napoléon ne fait confiance à personne, mais plus à sa famille qu'aux autres. Alors regardons maintenant le côté droit du texte, la colonne de droite. Lisez bien et prouvez-moi que la famille a beaucoup d'importance pour Napoléon Bonaparte. Vous avez vu, toute la famille est présente, même une personnalité qui en réalité n'est pas là. Il y a un mensonge sur ce tableau, puisque la mère de Napoléon, celle qu'on appelle Madame Mère dans le texte, n'était pas présente. Elle était à Rome. C'est Bonaparte lui-même qui demande à David de la faire inclure sur le tableau, pour montrer que toute la famille bonapartienne est là. Il ne faut pas qu'il y ait une possibilité de dire qu'il ne soit pas uni autour de lui. Parce que, comme il a le contrôle sur la famille, il veut que le contrôle sur les Français, par le biais notamment des masses de granit qu'il a mis en place, dont le Code civil, soit clair. Comme le pater familias, le père de famille, a le contrôle de la famille, Bonaparte a le contrôle de la population. Donc à partir de là, vous avez effectivement Joséphine qui est à genoux devant Napoléon qui la couronne. Ça, c'est aussi le signe de sa puissance. Comme le père a le contrôle sur la famille, Napoléon a le contrôle sur sa femme. Et vous avez également Madame Mère, la fameuse mère de Napoléon, Laetitia, qui était à Rome à ce moment-là et qui est plaquée sur le tableau. Alors, il n'y a pas que ça qui prouve justement la puissance bonapartienne. Vous avez vu qu'il était entouré par les personnages familiaux, il n'y a pas que. Alors regardons maintenant une petite étude de ce tableau représenté sous la forme d'un graphe. On va enlever ce document qui ne sert plus. Voilà. Alors regardons. Les documents sont là. Voilà. Donc voilà la symbolique du tableau. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui entourent Bonaparte qui est ici. Donc Napoléon est représenté ici au centre du tableau, dans cette forme de triangle pour attirer l'attention de votre œil sur lui. Les lignes directrices du tableau sont là. Le centre du tableau est représenté par une croix qui est là et attire directement votre œil sur cette zone. Alors il y a d'autres choses qui attirent votre œil dessus. C'est la zone la plus éclairée du tableau. On fait porter l'éclairage direct sur la zone où est Bonaparte et tous les regards des personnages qui sont situés autour sont vers lui. Sauf un qui regarde ailleurs, et on va voir justement pourquoi. Regardez, le peintre, justement, c'est représenté, le peintre David, ici, directement sur le tableau, dans les tribunes, en train de peindre la scène. Voilà, donc il y a un petit clin d'œil de David, justement, qui représentait lui en train de peindre la scène et de regarder les spectateurs. Alors, faisons maintenant le compte des personnages qui sont autour de Napoléon. Alors, ils appartiennent à 5 catégories différentes. Vous avez le public dans les tribunes, dont David, le peintre. Vous avez les membres de l'Église qui sont autour du pape Pie VII, représentant le pouvoir napoléonien sur l'Église. Vous avez les militaires qui sont là, dont Murat, l'aide de camp de Napoléon le plus fidèle. Vous avez les hauts personnages du gouvernement qui représentent le pouvoir politique de Bonaparte. Et vous avez la famille de l'empereur qui est également présente. Laetitia, la mère de Napoléon, qui était absente en réalité, et les frères de Napoléon, auxquels il va d'ailleurs fournir un rôle extrêmement important quand il récupérera l'Europe, puisqu'il va les placer à la tête des pays qu'il conquiert. Les personnages clés du tableau étant Napoléon lui-même et Joséphine, l'impératrice. Donc, qui est autour de Napoléon ? Vous l'avez vu, c'est donc la réponse à la question 2. Les personnages qui entourent Napoléon, c'est à la fois l'Église, l'armée, le gouvernement, la famille. On va se poser maintenant les questions 3 et 4. Sur ce tableau, il y a des symboles qui sont repris.
Alors regardons maintenant quel symbole. Ça, nous le verrons dans une deuxième petite étude du tableau. Toute la symbolique du tableau vous est représentée ici. Donc regardez bien, cherchez les symboles que le tableau reprend. Vous les avez trouvés? Donc, premier symbole, vous avez le sceptre, la main de justice et le globe terrestre surmonté de la croix. Ces symboles, ce sont les symboles des rois de France. Donc, pour montrer son pouvoir, Bonaparte reprend la symbolique des rois. Sauf que ça ne lui suffit pas. Il y a un autre symbole, et vous allez voir lequel, cette fois-ci sur le tableau. Un symbole qui devrait vous rappeler notamment l'enfance de notre fameux Napoléon. On peut le voir à partir de là. Voilà. Regardez bien Napoléon lui-même. Le symbole, il le porte. Je pense que vous l'avez tous vu. Il a sur la tête la couronne de laurier des empereurs romains et des généraux victorieux. C'est pour bien montrer à ce niveau-là qu'il va reprendre aussi une longue continuité et qu'il a toujours en tête ces personnages qui l'ont tant marqué durant son enfance. Il ne reprend par contre pas toute la symbolique. Il ne reprend d'ailleurs pas vraiment la fleur de lys, mais reprendra l'abeille comme symbole de son principalement de son empire. Donc il ne reprend pas tous les symboles, mais une bonne partie des symboles, notamment impériaux. Il prend les symboles des empereurs romains également. Et comme on l'a vu avec la question 5, Napoléon a mis en valeur par l'utilisation de la lumière, les regards qui sont tournés tous vers lui, ainsi que la composition même du tableau avec les lignes directrices qui le placent dans un triangle au milieu. Le triangle est très facilement visible ici, si vous regardez notre tableau en détail. Voilà. Alors regardons, traçons ensemble ce fameux triangle. Vous pouvez voir qu'il est très clairement visible ici que la composition forme un triangle, dont le sommet d'ailleurs est le centre du tableau. Et cette composition triangulaire nous montre bien qu'avec la lumière, avec les regards, Napoléon est le centre vraiment de ce tableau qui est complètement fait à sa gloire. Question 6, on y a répondu aussi. On a vu que Napoléon attache énormément d'importance à la famille. Sa mère, qui n'était pas présente ce soir-là, est même carrément placardée comme une enseigne sur le tableau. Et regardons pour la soumission de l'Église un peu plus en détail ce que le pape fait. Alors, le voilà, notre pape, Pie VII. C'est pas le bon outil, excusez-moi. Voilà. Donc le pape est là et regardez, il est assis. C'est d'ailleurs un des seuls personnages qui soit à être assis sur le tableau. Ça montre une preuve d'impuissance. Il est assis, il n'est pas debout. Les choses se passent debout. Napoléon est debout. Il a la couronne en main. Il fait un geste. Alors, c'est une bénédiction, on dirait, du côté droit. Peut-être une protestation aussi, pour dire qu'il aurait bien mis lui-même la couronne sur la tête de Napoléon. Mais ça ne se passera pas. Napoléon lui prend la couronne des mains et le fait de son propre chef pour ne pas établir de supériorité du pape par rapport à lui. Donc vraiment, tourner tout autour de Napoléon. Ce tableau nous montre la soumission de l'ensemble de la société à ce nouvel empire qui se met en place. Alors voilà. Voilà pour Napoléon empereur, voilà pour Napoléon qui met en place une nouveauté. Pour la première fois depuis le règne carolingien, la France va avoir un empereur à sa tête. Et cet empereur, comme on le verra lors de notre prochain cours, je vous mets déjà l'affiche devant vous. Hop. Et hop, voilà. Donc dans notre prochain cours de 4e et notre dernier sur ce sujet, on s'intéressera donc à l'Empire napoléonien pour voir deux thématiques. Comment les défaites et la chute de l'Empire vont se mettre en place après que Napoléon ait imposé un régime autoritaire. Donc régime autoritaire encore plus en tant que souverain absolu, encore plus que pendant le consulat de Napoléon, puis défaite et chute de l'Empire napoléonien. Je vous mets déjà la petite fiche qui va avec et les documents dans le Google Drive
que vous pourrez consulter afin de prendre déjà de l'avance sur cette troisième vidéo qui viendra très certainement en fin de semaine compléter notre étude du consulat puis de l'Empire napoléonien. Vous voyez qu'il y a une grande thématique qui peut être en conclusion mise en place. C'est que, pour nous remettre d'ailleurs ce tableau devant nous, ce tableau nous prouve bien une volonté napoléonienne, la gouvernance en souverain absolu. Puisque vous avez Napoléon qui contrôle tous les éléments de la société, politique, économique, religieux, familiaux, à travers toutes les familles et le fameux, les fameuses masses de granit avec le code civil, mais également militaire. L'armée a toujours été le bras vraiment de sa puissance. À partir de là, vous avez vraiment un pays qui va retourner à une forme d'absolutisme. Et voilà pour notre deuxième cours sur le passage donc du consulat napoléonien à l'Empire. Notre troisième cours nous amènera à la mise en place de l'Empire et aux conséquences de sa chute. Il aura donc lieu un peu plus tard dans la semaine. En attendant, je vous dis deux choses. À la fois, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt.